Toujours en recherche de légendes bretonnes, me voici arrivé aux portes des Landes de Locarn, situées au cœur de la Bretagne. Ce territoire naturel, préservé et parsemé de menhirs isolés, semble être l'endroit idéal pour y découvrir quelques légendes locales bien sympathiques. Un paysage qui inspire depuis la nuit des temps un bon nombre de conteurs et raconteurs d'histoires. C'est le cas d'Alice, conteuse de la région, qui m'offre le privilège de me faire visiter ce lieu unique qu'elle connaît si bien. Alors là, on se trouve sur un plateau granitique, ça s'appelle les Landes de Locarn. On est en été, donc c'est bien parce que la bruyère est en fleurs, donc c'est quand même très joli. Et on est en hauteur par rapport à la moitié du paysage restant. Et d'ici, on aperçoit même les monts d'Arrée, loin là-bas, quand c'est bien dégagé. Voilà. Et passer la barre, si on continue un peu plus loin là-bas, on va se trouver dans un paysage plus fermé, avec des petits chemins creux, avec des vieux arbres, avec voilà, moins travaillé, on va dire. Là, c'est la partie civilisée. Au-dessus, ça va être la partie sauvage. Et ici, on est dans une réserve naturelle. En fait, en plus, ici, on est un peu à la croisée entre trois départements, puisqu'on est en centre-Bretagne, le Crest-Braise. Ah oui. Donc voilà, on n'est pas loin du Finistère, on est en Côte d'Armor, mais on n'est pas si loin que ça du Morbihan non plus. C'est ce qu'on appelle le pays centre-ouest Bretagne, c'est un petit pays. Et c'est ici que tu vas trouver les paysages naturels les plus préservés. Si on veut du vieil arbre et si on veut de la vieille roche et de la grosse roche qui pousse dans les champs, là, de la grosse pierre, c'est vraiment ici qu'on va trouver ça. Et puis après, plus ça va, plus tu vas aller vers des paysages un peu plus travaillés, quoi. Ce que j'aime bien dans les contes traditionnels, c'est leur solidité. Et puis, on peut les inclure dans le paysage qu'on veut. Il y en a certains, en tout cas, qu'on peut bouger comme ça. Et la puissance du paysage va rajouter sa couleur derrière. Donc les histoires, là on est dans un pays, si on veut se mettre à parler de Corrigan, il y en a sûrement un caché sous chaque caillou. De toute façon, la Bretagne, voilà, tu trouves du légendaire à chaque coin de porte. Si c'est pas du Corrigan, ça va être l'Ankou. Si c'est pas l'Ankou, ça va être voilà, pas les ancêtres, mais bon, des histoires de plus ou moins fantômes. On est dans des choses où l'imaginaire vient croiser très souvent la route du réel. Voilà, en tout cas dans la tradition orale, tout ça est très mélangé. Dans les Landes, tu vas avoir beaucoup d'histoires de revenants des Landes ou tu vas avoir des histoires de lavandières, tu vas avoir des histoires de lutins des Landes particuliers, tu vas avoir les histoires avec le trésor caché sous le menhir, mais ça, on peut le trouver aussi dans pas mal d'endroits. En général, les Landes, c'est l'endroit où il ne faut pas se trouver quand c'est la nuit et qu'il y a la pleine lune. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun endroit pour se cacher déjà, donc on devient entre guillemets la cible ou la proie pour telle ou telle créature imaginaire, magique, voilà ce qu'on veut. Il y a ce côté un peu fascinant aussi il n'y a pas d'arbres ou très peu, ici oui, ça commence à repousser, mais on est à découvert complètement. Tu vas avoir des histoires avec les engoulevents qui poussent des cris très spéciaux à la tombée de la nuit, et c'était un signe de mort quand on les entendait. Des histoires un peu de sorcellerie avec, ça va être les chouettes, mais ça ressemble finalement, voilà, aux contes ardennais. C'est ce que je me disais. Voilà, oui. Les histoires un peu, on va donner dans le fantastique, vraiment. Mais tout ça est très croisé avec la religion aussi. Ah oui, oui, oui. Donc on aura beaucoup d'histoires qui vont être en fonction de tel saint très local, qui n'existe peut-être même, qui n'a peut-être jamais existé, mais néanmoins dont on va tenir un culte. Voilà, il va y avoir la fontaine saint ceci ou saint cela, et puis il faut s'y rendre à telle période. Voilà. La chrétienté a mis un peu de temps à s'installer, puisqu'il y avait d'anciens cultes qui étaient quand même puissamment enracinés. Tout ça est arrivé à peu près pendant le haut Moyen-Âge. Et puis, on ne se défait pas d'un culte racinaire comme ça. Donc, ça s'est croisé, ça s'est entremêlé. Dans certaines très vieilles églises bretonnes ou sur certains calvaires, tu vas retrouver des figures qui ne vont pas te sembler très chrétiennes. Ça va avoir un air un peu trop ancien pour être chrétien, si j'ose dire, quoi.
imaginons-nous en hiver, du vent, de la neige, etc. Et puis assez longtemps pour qu'il y ait encore des loups dans le pays. Et sur le chemin, il y a un musicien qui marche, et dans ce temps-là, les musiciens, ils allaient de village en village, ils faisaient de la musique dans les événements, on les payait avec ce qu'on pouvait, avec de la nourriture souvent. Et donc là, le musicien, il est content parce que dans son sac, il a du pain, il a un gros morceau de lard, il a un gâteau au beurre pour ses enfants, donc ça, c'est pas souvent. Et puis il marche, il n'est pas très loin de chez lui, mais il entend hurler un loup. Il se retourne et effectivement, il y a un loup derrière lui, un grand loup, et qui apparemment est affamé. Donc il se dit qu'il a peut-être pas très envie de finir au fond de l'estomac d'un loup et qu'il vaut peut-être mieux sacrifier le pain. Donc il lui lance le pain, le loup gloutonne le pain, mais il revient toujours. Puis dans les yeux du loup, on voit bien, il a faim. Bon, il lui balance le morceau de lard. Le loup gloutonne le morceau de lard, et encore dans ses yeux, on voit qu'il a faim, il en veut encore. Et donc le musicien finit par lui donner le gâteau qu'il destinait à ses enfants, en se disant que les enfants ont peut-être plus besoin de leur papa que du gâteau. Le loup mange le gâteau et il suit encore le musicien, et toujours dans ses yeux, on voit qu'il a faim. Le musicien n'a plus rien à part son violon. Donc il laisse son sac par terre, parce que de toute façon, il sait qu'il va bientôt se faire dévorer. Il prend son violon, voilà, puis il commence à jouer. Et il joue sans plus penser à rien, il joue juste pour le plaisir, il joue pour l'adieu qu'il va faire à sa vie, à la nature, à tout, à la musique. Et au début, il joue des airs très doux, très lents, et puis il s'aperçoit que le loup le suit encore, mais qu'il n'a pas du tout la même attitude. Même il commence un peu pas à danser, mais il ferme un peu les yeux, il balance la tête. Donc il se met à jouer des airs plus gais, puis de plus en plus fort, et puis de plus en plus gai, il finit par des rires irlandais, et là le loup le suit en sautant, en jappant dans tous les sens. Et le musicien oublie complètement où il est, et il oublie même de regarder derrière lui, et derrière lui il y a une rivière, et il saute pas à la rivière, il tombe dedans, il se cogne la tête, et il s'enfonce dans les flots de la rivière. Voilà, noir complet. Et il ne sait pas après combien de temps il se réveille, mais il finit par se réveiller, tout étonné de ne pas être noyé, tout étonné d'avoir rien de cassé, il est trempé complètement. À côté de lui, il y a son violon, et pas très loin, il y a le loup qui est en train de se secouer, un peu comme font les chiens quand ils sortent du bain. Et puis le loup le regarde, et dans les yeux du loup, cette fois-ci, il n'y a plus « j'ai faim », il y a simplement « merci ». Et il s'en va.